Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors. Avant de commencer, l'Institut exprime sa solidarité avec le peuple ukrainien. Aujourd'hui, alors que la guerre fait rage en Ukraine, les 27 font preuve d'unité et de détermination pour contrer l'offensive russe à ses frontières, déployant un éventail de sanctions et d'instruments diplomatiques. Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, revient pour nous sur les enjeux liés aux sanctions appliquées à la Russie, ainsi que sur la nouvelle dimension d'unité européenne. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à travers l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Cyril, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Lara, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à l'Institut Delors de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Donc, le 22 février puis le 25 février et désormais aujourd'hui le 9 mars, l'Union européenne a adopté une nouvelle série de sanctions contre la Russie pour réagir d'abord contre la reconnaissance unilatérale par la Russie des républiques autonomes séparatistes de Donetsk et Luhansk, puis pour réagir à l'offensive russe sur l'ensemble du territoire ukrainien. Cette nouvelle série de sanctions suscite des questions classiques sur les politiques de sanctions. Est-ce qu'elles sont à la hauteur de la situation, assez rapides, assez ciblées, assez préparées, assez solidaires, assez massives, mais également des questions nouvelles en raison du saut que l'Union européenne est en train d'accomplir concernant ses relations avec la Russie et avec l'Ukraine. Comment compléter ces sanctions maintenant qu'elles sont parvenues à un niveau presque maximal? Et peut-on encore dire, comme je le disais dans les deux études que j'ai consacrées à la question, que une politique de sanctions ne suffit pas à faire une politique étrangère. On est en effet arrivé à un niveau qui pose cette question. Voici les trois principales thèses que je vais défendre sur les sanctions actuellement en cours et en cours d'élaboration. La politique de sanctions de l'Union européenne vient de faire non seulement un saut quantitatif, mais aussi un saut qualitatif. La deuxième thèse que je soutiendrai, c'est que la politique de sanctions de l'Union européenne envers la Russie et la Biélorussie obéit à deux visées stratégiques. Une tactique directe pour stopper l'offensive russe et une stratégie indirecte qui vise à infléchir, à changer la ligne politique extérieure, mais aussi intérieure de la Russie. Et ma troisième grande thèse, c'est que les sanctions européennes sont déjà complétées par d'autres leviers de puissance, sans pour autant faire de l'Union européenne un des belligérants. Donc, par ces dernières sanctions, l'Union européenne a franchi un saut quantitatif, mais également un cap qualitatif dans sa politique russe en particulier et dans sa politique extérieure en général. Les sanctions ont été plus larges, plus rapides, plus fortes, plus massives. C'est le saut quantitatif. Par exemple, tous les visas pour tous les diplomates, tous les officiels et tous les fonctionnaires russes sont désormais refusés par l'Union européenne. Saut quantitatif également, 680 personnes physiques et 53 personnes morales sont frappées. Et le commerce et les échanges avec les républiques autonomes autoproclamées sont interdits complètement. Élargissement également des sanctions, ça n'est plus seulement une approche par pays, ce n'est pas seulement la Russie qui est ciblée, mais aussi la Biélorussie. Et donc, le champ des sanctions s'est considérablement massifié, élargi, généralisé, et c'est à la hauteur, en fait, de la crise telle que l'analyse l'Union européenne. C'est un cap quantitatif parce que l'offensive militaire russe n'est pas limitée à une région de l'Ukraine et n'est pas limitée non plus aux infrastructures militaires. Elle est généralisée, ce qui fait que c'est une politique de sanctions généralisée. Mais c'est aussi, à mon sens, un cap qualitatif dans la façon dont l'Union européenne conçoit sa puissance et la projette. Les sanctions sont d'une nature qui est différente de celles que les États membres avaient adoptées. En effet, plus de 300 parlementaires de la Douma, des personnalités politiques majeures sont frappées par ces sanctions et tous les actifs de la Banque centrale russe sont frappés. Les échanges avec cette banque centrale sont désormais interdits, sans parler de l'exclusion de 7 banques russes, maintenant 10, du système SWIFT. C'est donc les circuits de décision politique et économique qui sont frappés de paralysie. Il ne s'agit plus, comme dans les précédents trains de sanctions adoptés en 2014 contre l'annexion illégale de la Crimée et contre la guerre dans le Donbass, il ne s'agit plus de répliquer, il ne s'agit plus de marquer le poids économique de l'Union européenne, il s'agit de gripper complètement
le fonctionnement des cercles de décision militaires, civils et économiques du pays. Comme dans les précédents trains de sanctions, on voit que ces sanctions expriment la solidarité des Européens entre eux et avec l'Ukraine et reposent sur le poids économique, sur la puissance principale de l'Union européenne, une puissance commerciale, une puissance financière, une puissance industrielle. Mais par ce saut qualitatif que j'ai pointé, l'Union européenne a accompli une véritable mue géopolitique. Les sanctions ne sont plus une réaction défensive, elles deviennent ou elles espèrent devenir une action offensive qui vise à infléchir le cours des événements. C'est mon deuxième point, la stratégie directe et la stratégie indirecte de l'Union européenne dans ces sanctions. La stratégie directe, qui répond aux objectifs que s'est fixé l'Union européenne, c'est d'abord et avant tout de stopper l'offensive russe et d'obtenir un cessez-le-feu en privant les Russies des moyens de mener sa guerre. Priver la Russie des ressources financières pour conduire son effort de guerre dans la durée, c'est le sens du gel des actifs de la Banque centrale. Priver la Russie également des ressources matérielles de poursuivre ces offensives, c'est le sens des sanctions concernant les technologies et de gêner le fonctionnement de toutes les institutions militaires russes. L'Union européenne n'est pas une puissance militaire et c'est donc pas non plus une belligérante dans ce conflit. C'est pour ça qu'elle adopte cette approche asymétrique. Bien sûr, des sanctions financières, économiques aussi larges, aussi massives soient-elles, n'arrêtent pas les chars, n'arrêtent pas les missiles, n'arrêtent pas les pièces d'artillerie. Mais ce que veut faire l'Union européenne, c'est à très brève échéance et directement stopper cette offensive qui non seulement met en péril l'existence de l'État et de l'identité ukrainienne, mais maintenant les populations civiles depuis le lancement de la deuxième vague de l'offensive. Cette stratégie est également indirecte et je pense que c'est là que l'Union européenne manifeste sa puissance ou essaye de manifester sa puissance sur la scène internationale. Désormais, les États membres de l'Union européenne ont pour volonté de changer la ligne politique russe. Dans sa politique extérieure, l'invasion et l'installation d'un régime qui sera plus à la convenance de Moscou, mais également l'Union européenne se fixe pour but de changer la ligne politique intérieure russe. On le voit notamment dans les raisonnements qui sont tenus pour expliquer le train de sanctions en frappant de paralysie toute la vie économique russe, notamment les banques. L'Union européenne cherche à susciter une opposition de l'intérieur aux décisions du régime actuel. Une opposition à l'intérieur des cercles de décision russes, une opposition à l'intérieur des élites économiques pour désolidariser le régime des élites économiques et une opposition aussi de la part de la société civile. De sorte qu'aujourd'hui, avec le saut quantitatif et le saut qualitatif qu'a réalisé l'Union européenne en matière de sanctions, on peut se demander très clairement si l'Union européenne n'est pas devenue néoconservatrice, au sens où elle a une stratégie de changement de régime et plus seulement d'arrêt des hostilités. C'est sous forme de questions. Enfin, troisième point, une fois qu'on a mis en place ces sanctions, ce qui à soi seul est déjà une démonstration de solidarité, d'unité et de force qui est presque sans précédent pour l'Union européenne. Que fait l'Union européenne après, plus loin et au-delà de ces sanctions? L'Union européenne peut-elle et doit-elle aller plus loin dans ces sanctions? Oui, elle peut encore, elle a encore quelques marges de manœuvre, et notamment, c'est la question qui se pose aujourd'hui avec beaucoup de clarté et beaucoup de netteté, c'est l'arrêt des importations d'hydrocarbures russes, ce qui évidemment endommagerait les ressources de l'État fédéral qui dépendent entre un tiers et la moitié des exportations d'hydrocarbures. Se pose également l'arrêt de tout échange économique, de toute activité économique européenne en Russie, dans les domaines de la distribution, dans les domaines de l'énergie et dans les domaines du luxe. Donc il lui reste à l'Union européenne encore une latitude de durcir les sanctions. Peut-elle et doit-elle aller au-delà des sanctions actuelles? C'est déjà le cas, parce que les sanctions économiques et les sanctions financières qui ont été prises ont été complétées par des sanctions d'une autre nature, des sanctions diplomatiques, j'en ai parlé, mais aussi des sanctions
médiatique avec la suspension des médias publics russes actifs en langue étrangère dans les États membres de l'Union, Sputnik et RT, qui sont suspendus, je cite, jusqu'à la fin des opérations russes, et indirectement dans le domaine sportif et culturel, car l'Union européenne n'a pas un contrôle direct, mais a lancé, a donné le ton pour les fédérations et les comités sportifs à travers le continent. Maintenant se pose la question, que faire de ces sanctions économiques? Elles sont, comme elles l'étaient, un moyen. Aujourd'hui, l'Union européenne a établi un rapport de force particulièrement dur, sans précédent avec la Russie, et désormais se pose la question des effets que veut obtenir l'Union européenne. Quel est le résultat qu'elle vise? Un cessez-le-feu assurément, une cessation des bombardements sur les populations civiles, mais si j'ose dire, c'est quasiment un but minimal. Maintenant, c'est toute l'architecture des relations avec la Russie et la Biélorussie qui est en jeu. Et on arrive à un paradoxe, c'est que l'extrême efficacité de ces sanctions ou l'extrême massivité de ces sanctions va assez rapidement interroger leur capacité à influencer les cercles de décision russes, car les sanctions sont une arme relationnelle. Elles ne se font sentir que quand il existe encore des relations. Quand les relations sont complètement coupées, si par exemple une guerre économique totale est déclarée, alors que l'Union européenne n'est pas belligérante, est-ce que à terme, dans quelques mois, la Russie sera encore sensible à ces sanctions? Désormais, l'Union européenne doit savoir et doit faire savoir, doit définir ce qu'elle veut de la Russie, une paix stable, et quel est le résultat géopolitique auquel elle veut arriver, si elle acceptera des concessions, et si ces concessions, et de quelle nature sont ces concessions. On voit bien avec l'exemple iranien qu'une stratégie de sanctions doit s'assortir d'une stratégie de désescalade des sanctions avec des systèmes de vérification très stricts sur la réalisation des objectifs que poursuit l'Union européenne. C'est, disons, une façon d'aborder les négociations, les sanctions, surtout quand elles sont massives de cette façon-là, pour obtenir des concessions de l'autre partie. En guise de conclusion, j'interrogerai sur savoir si ces sanctions économiques constituent un pas nouveau vers l'autonomie stratégique européenne. On peut dire que dans sa politique russe, l'Union européenne est passée du niveau 1 au niveau 2. Le niveau 1, c'est des sanctions de réaction, des sanctions de protestation qui visent à marquer un désaccord et à établir un rapport de force pour amener la Russie à négocier. C'est ce qui s'était passé depuis 2014 et tous les 6 mois concernant la Crimée et le Donbass. C'est le niveau de sanctions également que l'Union européenne avait mis en place à l'égard de la Biélorussie au moment des élections truquées, des élections d'août 2020 truquées. Elle est passée au niveau 2, où les sanctions constituent le principal outil d'une véritable diplomatie coercitive qui vise à imposer une partie de sa volonté à la volonté du rival. Et dans ce niveau 2, cette diplomatie coercitive cherche à modifier le cours de la politique russe. À l'extérieur, c'est l'évidence, peut-être à l'intérieur. La question qui se pose, c'est si elle va passer au niveau 3, c'est-à-dire à une guerre économique thématisée et explicite, au risque de rompre complètement les relations et donc de priver cette arme relationnelle de son efficacité. Est-ce que, pour autant, l'Europe puissance vient d'apparaître en 2 semaines de conflit ukrainien? Bien sûr, les sanctions sont une condition nécessaire de l'établissement de la puissance européenne. C'est comme ça qu'elle se conceptualise, c'est comme ça qu'elle se manifeste, c'est comme ça qu'elle se fait sentir, et c'est comme ça que l'Union européenne sort de sa minorité géostratégique et cesse d'être un nain géopolitique en étant un géant économique. Mais elle n'est évidemment pas suffisant, surtout quand l'adversaire est la Russie. La grande force ou la grande habileté de la Russie est de savoir exercer sa puissance limitée, mais de savoir exercer sa puissance dans tous les compartiments, dans tout le spectre de la puissance. Et là, l'Union européenne doit prendre conscience que sa politique de sanctions ne peut être nécessite d'être complétée dans le domaine du hard power, les équipements de défense, les exportations de défense, la formation militaire, la présence de troupes, le prépositionnement de troupes et les garanties de défense.
L'Union européenne a réussi à être exemplaire, à donner le ton. Elle a été imitée notamment par la Suisse, mais il faut qu'elle soit consciente également que la politique qu'elle poursuit à juste titre face à la Russie donnera également le ton dans les autres aires géographiques où elle a adopté une politique de sanctions. Donc l'Union européenne doit encore, rien n'est fait pour devenir une Europe puissance, compléter, si j'ose dire, le spectre de ces interventions. Les sanctions ont réveillé une fois encore et à un degré inouï la conscience géopolitique de l'Union européenne, mais il lui faut désormais compléter son arsenal dans les autres compartiments du registre de la puissance. Voilà, j'ai tenu la durée et je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Cyril. Alors, on a déjà reçu quelques questions. Une première peut-être assez simple. L'Union européenne doit-elle renoncer aux hydrocarbures russes? Une politique de sanctions est basée sur une asymétrie. On doit infliger au rival des dommages qui sont supérieurs aux dommages qu'on s'inflige à soi-même. En matière d'hydrocarbures, l'Union européenne n'est pas dans la position des États-Unis, qui commercent très peu avec la Russie et qui assurent eux-mêmes leur autonomie énergétique. Je pense qu'il y a un plan tel qu'il a été annoncé de réduction graduelle et de réduction significative du niveau de dépendance est évidemment souhaitable pour continuer le rapport de force dans le domaine où la Russie a le plus besoin de l'Union européenne, mais couper entièrement les hydrocarbures et instantanément russes risque de placer l'Union européenne dans la situation où elle se sanctionne elle-même en se privant des moyens d'exercer sa puissance qui est d'abord et avant tout industrielle, économique et financière. Merci, Cyril. On a une deuxième question. Quel est le risque que la Russie développe un système parallèle, par exemple avec la Chine? Est-ce qu'un risque légitime ou pas? Plus globalement, assiste-t-on à une nouvelle guerre froide hybride? Alors, c'est le grand risque de l'arme des sanctions, c'est leur contournement pour insensibiliser la Russie aux sanctions européennes. Et on a vu comment la Russie a réagi au premier train de sanctions. Elle a développé des échanges financiers, des échanges énergétiques, des échanges commerciaux, encore plus avec la Russie. Les partenariats stratégiques dans le domaine militaire et sécuritaire étaient déjà en place. Effectivement, si c'est la Chine qui prend le relais, les Européens se seront privés du levier d'influencer la Russie. Ce qui m'incite à une certaine réserve, c'est que ça n'est pas vers la Russie jusqu'ici, ça n'est pas vers la Chine jusqu'ici que se tournaient les élites russes pour former leur jeunesse, pour se soigner, pour placer leurs actifs en raison de problèmes de qualité ou de garanties juridiques apportées à ces actifs. Mais c'est le plus grand risque géopolitique actuel. Il faudra, quand on examinera les mesures qui nécessairement seront prises par la Russie pour réactiver son pivot asiatique, il faudra bien faire la différence entre l'affichage, qui est très important et qui célèbre depuis plus de 15 ans maintenant le rapprochement eurasiatique entre Russie et Chine, et ne pas négliger pour autant les véritables divergences qui existent entre les deux partenaires en ce qui concerne par exemple le sous-continent indien, les inquiétudes qui existent en Russie sur le déséquilibre dans ce partenariat. La Russie ne se réjouit pas d'être le junior partner de cette alliance eurasiatique et il ne faudra pas surestimer ce pivot, mais il faudra suivre concrètement la façon dont la Russie et la Chine vont interagir et vont afficher leur bonne entente dans les mois qui viennent. Merci, Cyril. Une prochaine question. Les discussions diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine ont l'air d'évoluer depuis hier. Non-adhésion à l'OTAN, statut territorial des séparatistes. Quelle place pour la diplomatie européenne dans ces discussions? Alors, la place de la diplomatie européenne sera centrale. Il n'y aura pas de réforme des institutions et de la décentralisation ukrainienne sans une garantie européenne, et il n'y aura pas non plus d'évolution de l'Ukraine sur son intégrité territoriale, hein, puisque c'est ces concessions qui ont été envisagées
mise à l'ordre du jour par la présidence ukrainienne. Et là encore, c'est l'Union européenne qui sera en première ligne pour garantir que la réforme et les concessions sont faites sans qu'il y ait un marché de dupes pour l'Ukraine ou pour la Russie. En revanche, je pense qu'il faut prendre ces annonces avec beaucoup de précautions. C'est un signe de volonté de discuter de la part de la présidence ukrainienne. Pour négocier, il faut être à deux. Je pense qu'on est dans une dynamique de campagne militaire où ces concessions-là peuvent apparaître côté russe comme des concessions minimales. À quoi bon déclencher une telle guerre, subir de telles sanctions, si c'est pour seulement obtenir la décentralisation en Ukraine orientale et une reconnaissance du rattachement de fait illégal de la Crimée à la Fédération de Russie. Merci Cyril. Une prochaine question. Quelle devrait être la nature de la relation d'une Union européenne dotée de moyens accrus de puissance avec l'OTAN, qui beaucoup d'États européens restent la garantie ultime de leur sécurité? Ça, c'est vraiment la question la plus délicate. On a un peu hâtivement pris les désirs européistes pour des réalités. Cette crise, à moyen terme, risque de réactiver l'OTAN sur le continent européen, réactiver les réflexes bien légitimes et historiquement compréhensibles des États de l'élargissement de 2004 et de l'UE, et de l'élargissement également de l'OTAN. Donc les pays du front Est et du front Sud-Est se tourneront vers la plus puissante organisation militaire intégrée du monde, qui n'est pas l'Union européenne, mais qui est l'OTAN. C'est pour ça que j'ai tenu à insister dans ma troisième partie sur le fait qu'il reste beaucoup de choses à faire pour que la politique de sanctions soit complétée par une véritable politique d'alliance militaire. On le voit, la présidence Biden réinvestit l'Europe comme un dossier sur lequel elle peut affirmer ou réaffirmer, reconstruire sa crédibilité. Et si la rivalité stratégique vient de la Russie, la compétition stratégique viendra de la part de l'OTAN, évidemment. Merci Cyril. Une prochaine question. Quelles entreprises banques russes ne sont pas soumises aux sanctions? Il paraît que Gazprom ne l'est pas dans le lot. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, là, c'est une colle. Je n'ai plus la liste des banques. Il y en a 7 plus 3 de mémoire. Et je crois que le critère qui a été, retenu, c'est avant tout un critère organique, c'est-à-dire la part de l'État fédéral direct et affiché dans le capital de ces banques. Mais ça, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas nommer les banques qui ne sont pas, mais quand on sait que c'est Sberbank et ciblé, on sait que c'est vraiment les mastodontes du système bancaire russe qui ont été ciblés pour cette approche directe, c'est-à-dire priver la Russie des moyens de financement de son effort de guerre, et pour cette approche indirecte, c'est-à-dire gêner la vie des élites et de la population pour que, en retour, dans l'espoir que, en retour, ils exercent des pressions sur les cercles de décision les plus élevés. Dans le même ordre d'idées, faut-il interdire toute activité économique occidentale en Russie, y compris le luxe ou la grande distribution? Oui, alors le luxe, la grande distribution, l'énergie aussi. Il y a deux approches. Soit on considère que le luxe, la grande distribution ne contribue pas à l'effort de guerre et que ça maintient un canal de pression, je ne dis pas de discussion, mais un canal de pression sur la Russie en ménageant un niveau de sanctions supplémentaire. Soit on considère que c'est maintenant, au moment où les populations civiles ukrainiennes subissent des pertes qui sont inadmissibles, qu'il faut aller aux extrêmes pour pouvoir ensuite rétropédaler. Je pense que pour le moment, je pense qu'il faut se ménager cette possibilité de progresser et ne pas immédiatement aller au maximum. Voilà. Merci. Et peut-être une dernière question vis-à-vis des États-Unis. Quelle analyse faites-vous de la coordination entre l'Union européenne et les États-Unis et l'OTAN sur l'Ukraine? À quel point l'Union européenne monte-t-elle la voix, sachant qu'elle a d'abord semblé plus mesurée que les États-Unis sur l'évaluation des risques? Enfin, peut-on parler d'un renforcement de l'autonomie européenne étant donné la reviviscence de l'OTAN, augmentation des livraisons de gaz des États-Unis envers l'Union européenne?
Bon, 3 questions absolument essentielles. Je vais commencer par celle du milieu, par la deuxième. L'Union européenne a effectivement a adopté une position de modération et qui a visé à priver la Russie des motifs ou des prétextes de déclencher cette opération. Dans les relations internationales, rien n'est écrit à l'avance et le comportement des acteurs influence évidemment les comportements. Je suis en profond désaccord avec l'idée selon laquelle, de toute façon, de toute éternité, depuis octobre dernier, cette offensive était décidée. Je pense que le contexte a énormément joué et je pense que la façon dont les acteurs ont réagi et notamment la façon dont les États-Unis ont annoncé la guerre semaine après semaine n'a pas été étranger à son déclenchement. La coordination maintenant, en revanche, est totale, chacun dans son registre, y compris des membres, des alliés des Occidentaux qui n'appartiennent pas à l'OTAN, je pense au Japon, je pense à l'Australie, ont suivi et l'exemplarité de cette coordination est très forte. C'est l'étape d'après, comme le suggère la question, c'est l'étape d'après qui va être cruciale pour savoir si cette crise va renforcer ou au contraire réduire l'autonomie stratégique européenne. Si c'est un besoin d'OTAN supplémentaire qui s'exprime, je crains fort qu'il n'y ait pas la possibilité pour l'Union européenne de compléter dans le domaine militaire et dans le domaine du hard power la batterie de sa politique de puissance. Merci beaucoup, Cyril. Nous arrivons au terme de cette Euro-question. Merci à tous pour votre fidélité. Le prochain Euro-question aura lieu la semaine prochaine, mercredi 16 mars à 14h30. Nous aurons plaisir d'accueillir Jérôme Vignon, conseiller migration à l'Institut Jacques Delors. Il reviendra pour nous sur la nouvelle politique migratoire européenne avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Merci beaucoup et merci encore, Cyril. Merci à tous, merci à toutes.